L'immortel. Écrit et compté par Raffalam. Les murs des salles étaient pour la plupart faits de plexiglas. On pouvait voir des hommes et des femmes en blouse, des tubes à essai et des machines que Teddy Connors n'avait jamais vues. Pas même en photo. Parfois, il déconnectait complètement et n'écoutait plus McClintock. Il avait l'impression d'entrer dans un hangar de la NASA ou d'intégrer une base spatiale. Il reconnut pourtant l'un des appareils, un grand IRM. La personne que vous voyez là, c'est notre testeur numéro 2, Angela. Elle a déjà reçu sa 2e dose. Jusqu'ici, elle n'a présenté aucune réaction anormale, si ce n'est une légère tachycardie qui est en train de s'estomper. Teddy Connors s'en fut en partie rassuré, mais Nadia devait insister plus tard sur les réponses très disparates d'un individu à l'autre. Allait-il avoir des poussées d'acné gigantesques sur tout le corps? La sclérotique de ses yeux changerait-elle de couleur? Perdrait-il l'usage de ses jambes? En voyant Nadia disparaître dans l'antre de l'IRM, il s'imagina le pire. Tous les films de série B et de science-fiction qu'il avait pu voir, à moitié bien sûr puisqu'il s'endormait toujours au milieu, revenaient en lui en cet instant. C'est dire combien l'homme est une éponge à conneries, un immense réceptacle, malléable, pour le meilleur et pour le pire. Klein tendit le bras pour l'inviter à monter dans l'ascenseur, dont les parois étaient elles aussi transparentes. McClintock dut retenir les portes pour laisser entrer l'un de ses collègues. Un petit homme. Ses verres de lunettes étaient si épais qu'on distinguait à peine ses yeux. Edmond Hogg, notre astrobiologiste. McClintock n'en dit pas plus. Astrobiologiste, pensa Teddy. En quoi avait-il besoin d'un astrobiologiste? Malgré la fatigue, son imagination fonctionnait assez bien. Peut-être qu'un composant extraterrestre avait été intégré au sérum. Cela faisait pas mal d'années que les journaux parlaient des exoplanètes, ces mondes habitables. On avait envoyé des androïdes et des robots collecteurs depuis 3 décennies déjà. Certains étaient revenus, mais la plupart restaient introuvables. L'ascenseur descendit dans les niveaux inférieurs. Aussi loin que portait la vue, il y avait des salles. Nous avons considérablement diversifié notre activité, dit Klein à Connors. Cela améliore la rentabilité du groupe. Certains projets sont plus faciles à mettre en place. Ça permet de financer le programme de rajeunissement radical. Nous y sommes, intervint McClintock, peu enclin à parler finances. C'est ici que tout va se passer. Teddy Connors sortit de l'ascenseur. Au bout du couloir, une porte ovale et derrière, comme floutée, un lit incliné, non loin d'un bras articulé. Il y avait aussi un réfrigérateur, un bureau et une chaise. En s'approchant, Teddy fut attiré par le bouton jaune plaqué au mur et recouvert d'un boîtier en plastique. Sans doute une alarme en cas d'incendie ou d'incident. McClintock plaqua sa main sur un écran, puis retira ses lunettes pour le checking rétinien. Le sas s'ouvrit. Cette salle est aseptisée, Monsieur Connors, avant et après nos essais. Tout est presque prêt. Il manque juste un appareil en provenance d'Hambourg, mais peu importe. Le transporteur a eu du retard. À cause du blocus, vous en avez sans doute entendu parler. Comme vous pouvez le voir, tout est quasiment neuf. McClintock porta sa vue au loin. Son assistante, qui arrivait sans se presser. Pourtant, son sourire fit bonne impression à Connors. Très bonne même. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas regardé une femme comme ça. Il ne le savait pas, mais il était déjà sous le charme. Des choses qui arrivent. De là à ce qu'elle fit pencher la balance, qu'il signa à cause de ça, c'est beaucoup dire. Si vous travaillez avec nous, Monsieur Connors, c'est Nadia qui se chargera de vous piquer. Bonjour, Monsieur Connors. Enchanté de vous rencontrer. Teddy lui tendit la main maladroitement. Mon Dieu, qu'il se sentait bête. Elle commença à expliquer des choses, mais il n'écouta qu'à moitié. L'idée de revenir à la maison lui traversa l'esprit et le fatigua davantage. Rien que de penser au gosse, c'était fatigant. 15 minutes plus tard, Klein leur accompagna hors du complexe et demanda au chauffeur de le ramener chez lui. « Réfléchissez-y calmement », avait dit Klein. « Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Mais je suis sûr que vous prendrez la meilleure décision pour votre famille, Monsieur Connors. N'hésitez pas à m'appeler sur le portable. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. D'autant qu'il allait devoir mentir à sa femme. Pour la première fois depuis fort longtemps. Tout avait été pensé et prévu en accord avec Klein. On avait même édité un faux contrat. Un constructeur de l'Ohio. 2 jours plus tard, après y avoir pensé sous la douche, en donnant le biberon, ou à même le siège du tractopelle, Teddy Connors rejoignit le PRR en qualité de 3e testeur. Nadia lui fit une lecture détaillée du contrat, ce qui prit environ 2 heures.
et une avance de 3 000 $ lui fut versée dans la demi-heure après la signature, sur un nouveau compte. Il était 6h30 du matin. La première injection fut réalisée dans la foulée, si bien qu'il sortit à 7h15 des locaux. Direction, le chantier. Plus qu'à attendre maintenant. Vous aurez sans doute de légères nausées, lui avait dit Nadia. Pensez à faire des pauses de temps à autre et à bien vous hydrater. Si ça devenait trop handicapant, appelez-nous. Une ambulance viendra vous chercher et vous ramènera au centre. Utilisez le portable que vous a fourni Klein. Teddy avait acquiescé timidement, puis il l'avait regardé toucher son bras et injecter le liquide transparent contenu dans la seringue. En journée, il travailla à peu près normalement. Il suait beaucoup du front, mais pas de nausée. Juste un peu le tournis sur les coups de 11h. Son ami, Lee Brown, l'invita à boire une bière en canette adossée sur le pick-up. Il refusa, prétexta une indigestion. « On dirait que les heures sup, ça te réussit pas ?»« Ouais, mais ça paie bien. T'en as touché 2 mots au gars ? Je lui ai dit que tu aimerais en être. Mais l'équipe est au complet. Si ça change, je te dirai. Et si t'as besoin d'un peu de thune, tu me dis. » Les Browns se figea, la canette à quelques millimètres de sa bouche. « Tu rigoles ? Non, je suis sérieux. Je vais pas te demander de l'argent à toi. T'as 6 mioches et ta femme travaille pas. Je t'ai dit, ce constructeur paie bien. Ah, c'est gentil, mais je me connais. Je vais te rembourser d'ici 1 an ou 2. Et entre-temps, je me sentirai mal, donc laisse tomber. » Teddy fouilla dans son portefeuille et en sortit 2 billets de 100 $. « Tiens, prends-les. » Lee Brown reposa sa bière sur le capot. Il prit les billets fébrilement, comme s'il s'agissait d'un vase en porcelaine ou d'une antiquité rare. « Tu te rappelles quand on s'était dit un jour que si l'un de nous gagnait à la loterie, il aiderait l'autre ? » Ouais. Bah, j'ai toujours pas gagné le gros lot, mais j'ai de quoi régaler maintenant. Teddy, je sais pas quoi dire. Ouais, t'as rien à dire. Dépense-les comme tu veux. T'as qu'à, t'as qu'à acheter une chemise et inviter Anna au resto. Ça fait combien de temps que t'as pas pris du bon temps avec elle ? Ah, merci, Teddy. Je te jure, je te revaudrai ça. Connors n'ajouta rien. Ils se serrèrent dans les bras. Il sentit les poils de ses bras s'hérisser et les larmes de Lee Brown imbibaient son t-shirt sale au niveau de la nuque. Dans les jours qui suivirent la première injection, Connors ne fit rien qui sorte de l'ordinaire. Pourtant, sa femme percevait un changement en lui, comme une légèreté ou une sérénité, dans son sourire en coin, dans son air songeur et moins harassé. Il n'avait pas haussé le ton depuis des jours. Il se levait volontiers pour consoler Darren. Alors elle l'avait surpris au sortir de la douche. « Qu'est-ce que tu me caches ? T'es tout heureux soudain. Tu te souviens de l'entretien ? Tard le soir. Oui ? Eh bien ? Bah, le type m'a embauché. Oh, il paie plus qu'Herbert. Beaucoup plus. C'est combien, beaucoup plus ? Parce que j'ai rien vu sur le compte pour l'instant. Ah, c'est parce qu'il nous paye en cash. Là, je sais ce que tu vas dire, que c'est pas réglo, mais si, ça l'est. Il travaille à l'ancienne, c'est tout. On reçoit la paye à la fin de la semaine, dans une enveloppe. T'as signé un contrat ? Oui, j'ai signé un contrat. Je peux le voir ? Tu peux pas me faire confiance un peu, là, et pour une fois ? Écoute, j'ai mis au monde tes 6 enfants, donc je pense que je te fais confiance. Je vais voir le contrat, s'il est réglo, t'as pas à me le cacher. Teddy Connors alla d'un pas nonchalant vers la chambre tout en tenant sa serviette verte et rêche. Il ouvrit le tiroir de la table de chevet, sortit une pile de papier en désordre et lui tendit 6 feuilles maintenues par un trombone. Elle regarda le logo, Klein & Sons Construction. La signature de son mari en bas de page, à côté d'un certain Klein. Elle lut quelques paragraphes au hasard et se rendit à l'évidence. C'est combien la paie ? 2000 net. Plus les primes si on rend les chantiers en avance. Elle le dévisagea, vit qu'il était tout à fait sérieux et posa une main sur le dossier du fauteuil. Un fauteuil couvert de taches, sauce tomate, lait de biberon et compagnie. 2000 ? dit-elle. Il hocha la tête de haut en bas. Si seulement elle savait, pensait-il. 6000, tous les mois, pendant toute une vie. Elle eut un rire nerveux, porta sa main à sa bouche et pleura à chaudes larmes. Il alla l'enlacer et se mit à pleurer lui aussi. 3 mois plus tard, Teddy reçut la 2e dose. Un peu de tachycardie. Pas grand-chose. Il avait bien reçu l'argent, tous les 21 du mois. Il avait finalement demandé à faire moins d'heures au chantier. 5 heures de moins qu'il se réservait pour errer dans le parc. Il aurait aimé offrir ce temps libre à sa femme, mais c'eût été prendre le risque de tout révéler. Alors il posa des jours et organisa un week-end surprise. Dans un bled paumé, près du lac Michigan. Une ville nommée Downtown,
Oh, McClintock trouvait que c'était prendre un risque inutile. Mais les prises de sang et les encéphalogrammes parlaient d'eux-mêmes. Des 3 sujets, Teddy Connors était celui qui répondait le mieux au sérum. « On peut toujours envoyer 3 ambulanciers de la maison », avait dit Klein, « au cas où il faudrait intervenir, quoi. » Ce sur quoi Teddy avait ajouté « Vous pouvez déduire les frais d'hébergement de vos gardes du corps sur ma paie. Mais ces quelques jours en famille, c'est tout pour moi. Sans quoi l'argent n'a aucun sens. » McClintock avait fini par accepter, tout en assumant les frais du dispositif. Teddy Connors serait donc suivi à distance par une équipe. Au moindre malaise, ils interviendraient. Madame Connors n'y verrait qu'une intervention rapide des services publics. Il eût fallu la voir, la tête d'Elisa quand elle vit la réservation. « On part 4 jours, lui dit Teddy. « On l'a bien mérité, non ?» Elle ne dit rien. L'émotion était trop forte et en même temps elle avait envie de la réfréner, de peur que le destin vienne toquer à la porte et dise « Mais non, c'est une blague. On est toujours aussi pauvres et démunis. Teddy n'a aucune paie extra. Les enfants n'iront jamais à l'université, vous ne passerez sans doute pas la 60aine. » Alors Teddy dut insister, presque la secouer un peu. « Tu me fais confiance cette fois ? Ces vacances, c'est pour de vrai, tu sais. Toi, moi et les enfants. » Elle s'accrocha à lui, littéralement, et pleura contre son torse. Il posa une main sur sa tête et la caressa doucement. Ça faisait sans doute trop longtemps qu'elle jouait à la dure, qu'elle se blindait. « Les enfants !» dit Teddy. « Venez voir par ici, j'ai une surprise. » Ni une ni deux, on vit Daphné passer une tête dans l'embrasure de la porte, suivie de ses frères et sœurs. Le plus petit faisait la sieste dans son berceau, les joues rosies par l'inflammation. Teddy se mit à genoux. Il ramena Quincy et Elena contre lui. « Avec maman, on va faire un voyage. »« Et nous ?»« Non, vous allez rester ici. Hein, vous vous occuperez de Darren. » Le stress s'empara de Daphné. Les autres regardaient leur père sans trop comprendre. De la morve coulait du nez de la petite Maria. « Aïe, comme je vous aime. Mais non, on y va tous ensemble, pardi. Comme une famille. Maman a beaucoup travaillé, alors elle a mérité de prendre du bon temps. On fera des jeux pendant qu'elle se reposera. »« Moi, je veux jouer avec maman. »« D'accord. Si maman veut jouer aussi, elle jouera. Mais elle va aussi se reposer. Hein ? On va faire des grasses mat. »« Et, intervint John. Est-ce qu'on pourra acheter des barbes à papa ? » Oui, pourquoi pas. Et on va même pouvoir faire du bateau. Parce qu'on va sur le lac Michigan. « C'est où le lac Michigan ? » dit Daphné. « C'est en Floride ? » ?»« Oula, non, ma puce, non, c'est plus proche. Mais c'est encore mieux, tu verras. On fera aussi du vélo. Qui a envie de faire du vélo avec papa ? Et ainsi de suite. » Madame Connors regardait son mari et ses enfants avec un mélange de tendresse et d'hébétement. Les allées et venues à l'église avaient fini par payer. Je veux dire, les prières. Le père Hernandez ne manquerait pas de leur rappeler que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais qu'il est tout de même miséricordieux. « Et on part quand ?» dit soudain Daphné au paroxysme de l'excitation. « Après-demain, » dit Teddy. « Alors vous pouvez commencer à faire vos bagages. » Daphné allait se ruer dans la chambre commune des enfants quand elle fut prise d'un doute. « Mais on n'a pas de valise, papa. » Il eut un moment d'hésitation, mêlé de gêne. « Eh bien, je vais vous en acheter, » dit Teddy. « On ira même ensemble, demain. Comme ça, vous choisirez le sac qui vous plaît, hein ? » Et moi, je peux prendre un sac Spider-Man ? Oui, va pour le sac Spider-Man. Moi, j'aimerais bien une licorne. J'ai jamais eu de licorne, moi. Elena savait de quoi elle parlait. Ramener ses livres dans un vulgaire sac en toile, c'était pas la joie. Qui plus est quand vous devez le partager avec votre sœur. Et puis il y avait les stylos, fallait toujours tout partager. Teddy Connors revint de ces quelques jours au bord du lac plein d'enthousiasme et de foi en l'avenir. Sa femme souriait comme avant. Elle avait même pu faire une nuit de 14 heures. Darren avait miraculeusement dormi d'un sommeil de plomb, sans doute l'air du large et le silence pendant la nuit. On entendait tout juste les vagues s'échouer contre le rivage. Dans les semaines qui suivirent, les enfants n'avaient de cesse d'en parler, de ces balades au bord de l'eau, des châteaux de sable, ou encore de cette chute monumentale de Daphné, sans gravité toutefois. 2 mois après, Teddy Connors reçut la 3e et dernière injection, la plus critique. Il ressentit les premiers effets secondaires et n'y prêta d'abord pas attention. Sa femme, en revanche, ne manqua pas de lui faire remarquer. « Dis donc, chérie, t'as fait une teinture ou quoi ?»« Une teinture ? De quoi tu me parles ? Tes cheveux blancs. Il y a de ça quelques jours, t'en avais plein, et là t'en as presque plus. » Il alla voir dans la salle de bain et passa une main dans ses cheveux. Il n'en vit que quelques-uns, par-ci par-là.
Ouais, ça doit être le nouveau boulot. Avec l'argent qui rentre, j'ai moins de soucis dans la tête. Elle ne trouva rien à redire, même si c'était improbable. Dans les jours qui suivirent, elle revint sur le sujet. Non mais Teddy, franchement, tu fais quelque chose là, c'est pas possible. Comment ça? Non, je fais rien. De quoi? Non mais, viens ici. Elle le mit devant le miroir. Regarde-toi. Quoi? Je vois rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tes pas de doigts et tes rides au front, tu les vois ou pas? Non. Exactement. Parce qu'elles ont disparu. Et quoi? Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Bah tant mieux. Maintenant, regarde-moi. Il l'observa à travers le miroir. Ah, t'es toujours aussi belle? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête un peu. Il l'embrassa. Elle se laissa faire, puis prit son visage entre ses mains. Oui, il avait l'air rajeuni. Après tout, il avait peut-être bonne mine, voilà tout. Elle alla finalement préparer de quoi dîner. Une tartelette badigeonnée de moutarde avec des tomates et des herbes. Et puis une salade verte, n'en déplaise aux gosses. Lui resta un instant dans la salle de bain. Nadia Roberts, du labo, lui avait dit de surveiller son pouls. Il posa une main au creux de son poignet. Rien. Il la porta sur sa poitrine. Rien non plus. Il attendit et finit par sentir une légère secousse. Le rythme cardiaque était si lent et si faible qu'il en eut la chair de poule. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» lui dit sa femme revenue chercher un élastique pour ses cheveux. Il sursauta, posa de nouveau sa main sur son cœur. Toujours pas de pouls. Malgré l'émotion, du moins un pouls trop faible pour le sentir, ne serait-ce que dans ses tempes. Rien, je crois qu'on va devoir changer d'appartement. On commence à être à l'étroit, tu crois pas? Elle éclata de rire. C'était en partie nerveux. Ça faisait des années qu'il vivait à l'étroit, et elle n'envisageait toujours pas de payer plus cher, hors de question. Je suis sérieux, Elisa. Je vais commencer à chercher plus grand. Elisa cessa de rire cette fois, et lui commença bien à chercher mieux ailleurs. Entre deux immeubles se trouvait une petite maison sur 2 étages. Elle appartenait à une vieille dame, Odette Durpin, qui avait jusque-là refusé de s'en défaire. Mais la vieillesse l'empêchait désormais d'atteindre l'étage supérieur. La poussière s'accumulait sur les commodes et les cadres photos, faute d'entretien. Vint un moment où la plus jeune de ses filles lui dit telle quelle: « J'ai mis la maison en vente, maman. Tu vas venir habiter avec nous. » « C'est plus possible, on peut pas continuer comme avant. » La femme avait fait la moue, puis avait dit: « Je te préviens, t'as pas intérêt à la vendre à cette franchise. Ils la détruiront aussitôt l'acte de vente signé. » « Et pourquoi, hein? Pour refaire un immeuble immonde. »« Maman... » »« Non, non, non! Je n'ai plus l'usage de mes jambes et j'ai encore toute ma tête, Sylvie. Hein? Faudrait pas l'oublier. Si tu veux que je vienne vivre avec toi, il va falloir que tu la vendes à quelqu'un d'honnête. Une personne comme toi et moi, tu comprends? Quelqu'un qui prendra soin de la maison. » La fille leva les yeux au ciel et n'eut d'autre choix que de céder. Heureusement pour elle, un certain Teddy Connors répondit à l'annonce. Il vint même la visiter le lendemain de cet appel. Pas très bavard, Connors n'en fut pas moins séduit. « Je la prends, » dit-il dans la cuisine salle à manger, et pour le prix annoncé. Inutile de négocier. Il y a pas mal de travaux à faire, mais c'est une très bonne maison. Des comme ça, il doit en rester 1 ou 2 dans le quartier. Oui, c'est vrai. Ma mère serait du même avis. Teddy lui tendit la main. Eh bien, nous nous verrons chez le notaire alors. Avec grand plaisir, monsieur Connors. Mais je crains que vous allez faire la connaissance de ma mère. Elle tient absolument à voir la tête de l'acheteur, selon ses mots. Mais elle a bien raison. Quelques semaines plus tard, la famille Connors emménagea. Le portail au gonds rouillé grinça un peu, puis s'ouvrit tout à fait. Elisa et ses 6 enfants s'avancèrent timidement dans l'allée bordée de fougères et de rosiers sauvages. « Papa » dit Maria, un lapin borgne entre ses mains. « C'est à qui la maison ?» Mais au lieu de sentir l'attendrissement qu'il avait toujours eu pour eux, il répondit avec une pointe de méchanceté. « Réfléchis un peu, Maria. Pourquoi je vous aurais fait venir si c'était pas à nous? Hein? Teddy » intervint Elisa. « Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ?» Il n'ajouta rien, ne chercha ni à présenter des excuses, ni à embrasser sa fille. Il alla d'un pas rapide vers la maison, gravit les marches du perron, mit la clé dans la serrure, la fit tomber, s'énerva et finit par ouvrir en grand. « N'écoute pas papa, » dit Elisa à Maria. « Il est très fatigué à cause de son nouveau travail. Et oui, c'est ta nouvelle maison. Elle est belle, hein ?» John et Quincy couraient vers leur père en poussant de grands cris. Ils faisaient la course pour choisir la meilleure chambre. Haut et fort inutile, puisque Daphné avait toujours le dernier mot. Elisa entra à son tour, Darren dans les bras.
Sur la gauche, la cuisine salle à manger. En face, l'escalier en bois. Et à droite, le salon. Et un peu partout, des cartons laissés par les déménageurs. Je vais faire des courses. Ok, tu peux prendre Darren avec toi? Non, je préfère pas, je serai plus rapide si j'y vais seul. Il l'esquiva pour rejoindre le jardin, sans l'embrasser ni même la regarder. Teddy! Teddy! Mais il ne se retourna pas non plus, et elle le vit passer le portail. Maman, pourquoi il est parti, papa? Il va faire des courses, ma chérie. Pendant ce temps-là, on va installer les affaires dans ta chambre, d'accord? On va bien s'amuser. Et Lisa n'y croyait pas elle-même. Ça n'était pas l'envie qui manquait pourtant. Une maison, une vraie. Combien de fois n'en avait-elle pas rêvé? Mais cela faisait quelques jours que son mari était devenu antipathique. Il fallait même qu'elle l'oblige à embrasser les enfants avant de dormir. 1 heure plus tard, on sonna 3 fois à l'interphone. Surprise, Elisa écarta le rideau pour jeter un œil au dehors. Un jeune type portant une casquette rouge attendait des paquets montés les uns sur les autres sur un chariot. « Madame Connors ?» dit-il en voyant du mouvement à la fenêtre. « C'est la livraison de course. Vous pouvez m'ouvrir ?» Elle fronça les sourcils et ne put s'empêcher de murmurer pour elle-même. « Quelle livraison? C'est quoi cette livraison? »« Daphné! Daphné! Tu veux bien descendre ?» La jeune fille dévala les marches 2 par 2. « Surveille Darren un instant, je vais réceptionner les courses. » Elle sortit et remonta l'allée en peignoir et en chaussons. Les vieilles habitudes. « C'est votre mari. Il m'a dit que vous m'ouvrirez. J'ai juste besoin d'une signature. Ici. Ici. Parfait. Et ici. » Elle signa, puis regarda dans la rue, à la recherche de son mari. « Je mets tout ça dans la cuisine, Madame Connors ?» Oui, allez-y. » Teddy Connors revint tard dans la nuit. Elisa l'entendit monter les marches d'un pas lourd. « Oh putain, n'a pas idée de faire des escaliers aussi longs. » Il parlait seul. De toute évidence, il était saoul. Couché sur le côté, Elisa l'écouta buter contre la commode, et quand il ouvrit la chambre de Darren par erreur, elle se leva d'un bond, alluma la lampe de chevet et déboula dans le couloir. « T'étais où, bon sang? Tu vas réveiller le petit !»« Ah, tais-toi, femme. Ma tête va exploser. » Il passa devant elle sans la regarder, et s'étala dans le lit double, chaussures aux pieds. Elle resta dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, choquée, sans savoir quoi faire. « Tais-toi, femme !» qu'il avait dit. Elle descendit à la cuisine se servir de l'eau, et parvint à faire redescendre la colère. Elle dormit dans le sofa cette nuit-là. Le moins qu'on puisse dire de sa première nuit dans la nouvelle maison, c'est qu'elle fut mémorable. Elisa Connors se leva de bonne heure, prit une douche rapide et prépara le petit déjeuner. Des œufs, des toasts, jus de pomme, la totale. Elle avait même mis un fond de musique, Edith Piaf. La petite Helena fut la première à se mettre à table. Les cheveux en bataille, de la morphe sur son pyjama rose orné d'une licorne. « Bonjour, ma petite chérie, t'as bien dormi ?» Elle hocha la tête, les yeux plissés et l'air ensuqué, puis prit le jus que sa mère lui tendit. Son minuscule visage disparut presque, englouti par le verre trop large. Quincy, Maria et les autres suivirent. Elle les servit un à un, puis dit « Je vais chercher Darren, tâchez de pas en mettre partout, d'accord ?» Elle arriva dans le hall et vit son mari en haut des marches. Il fixait un poing dans le vide, Darren entre les bras. Le petit plongeait sa main dans sa bouche, même si ses dents lui faisaient moins mal. « Teddy ? Teddy ?» Connors tanguait légèrement sur ses jambes. On eût dit qu'il était sur le point de tomber, de s'évanouir peut-être. Elle monta les marches à la va-vite pour lui ôter l'enfant des bras. « Teddy, t'as trop bu hier. » Il détourna le regard. Ses yeux n'exprimaient rien. La pupille était si petite qu'il en perdait son humanité. La bouche entr'ouverte, Elisa le regarda descendre les marches. « Teddy, réponds-moi, tu me fais peur. » Il se retourna lentement, une main sur la rambarde. Il lui sourit. Un sourire, artificiel, sans âme. « Mais non, Elisa, faut pas t'inquiéter. Je vais emmener les enfants au parc aujourd'hui. T'auras juste Darren à gérer. Ça te va ? Je suis pas sûr que tu sois en état. » Si. Oh, j'ai déconné hier, je sais. Mais ce matin, ça va beaucoup mieux. Fais-moi confiance. Il faudrait bien qu'ils en parlent tôt ou tard. L'incident de la veille était inacceptable. Du moins pour elle. Et puis, il ne l'embrassait plus comme avant. Ça faisait longtemps qu'il n'avait plus débat régulier, certes, mais tout de même. Pas à ce point. Elle l'avait approché. Au creux du lit, elle avait baladé sa main entre ses jambes. Il l'avait repoussée sans rien dire.
Elle le lui avait reproché, lui avait dit qu'elle avait besoin de tendresse. Lui avait simplement dit que c'était temporaire. Il en avait parlé à Klein et à Nadia. Cette dernière lui avait dit que c'était une réaction normale, que la 3e dose pouvait faire disparaître la libido un temps. Ça s'était vu chez Ron Povitz et Angela Thomas, qu'il n'avait jamais rencontré du reste, à cause de la clause prévue au contrat. Ses camarades cobayes, d'ailleurs, s'appelaient-ils vraiment ainsi? Dans un accès de lucidité, Connors avait insisté. « Docteur, je crois que je perds un peu la boule. C'est surtout depuis la 3e dose. J'ai comme des absences. Je peux rester le regard vide pendant de longues minutes. Je ressens un vide. Un grand vide en moi. Ma femme commence à s'inquiéter. Elle dit que je suis devenu laxiste avec les enfants. Et que ça fait des jours que je ne l'embrasse plus. Je m'en rends même pas compte. Le fait de pas m'en rendre compte, c'est ça qui m'effraie le plus. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Connors, » avait répondu McClintock. « Nous vous suivons au quotidien. Les prises de sang et les IRM ne révèlent rien d'anormal. Au contraire, vos cellules se régénèrent et votre activité cérébrale est plus intense, plus énergique. Les tests de logique en particulier l'ont bien montré. Quant aux psychiatres, oui, ils disent que vous êtes un peu volage. Vous êtes sans doute en train de vivre une crise. Ça arrive à tous les hommes. Croyez-moi, monsieur Connors, mes 40 ans de mariage n'ont pas été de tout repos. Je suis moi-même allé chercher ailleurs ce que je ne trouvais plus à la maison. Bref, si vous êtes un peu volage, ce n'est pas à cause du sérum, j'en suis sûr. C'est une question d'âme, de désir, de psyché. » Connors repensait à cette conversation en cet instant. Il venait d'attacher Quincy à l'arrière, tandis qu'Elisa attendait près de la porte du garage. Darren dans les bras, inquiète. Teddy referma la portière et la vit. « Oh, par la grâce du Seigneur, je t'en prie, ne me regarde pas comme ça. »« Comment tu veux que je te regarde, Teddy, hein? Dis-moi. »« Regarde-moi comme tu veux, mais pas comme si j'étais sur le point de foncer à 100 l'heure dans un mur. »« Je suis pas rassuré. T'es pas rassurant. Je me demande où est mon mari. Depuis que t'as ce nouveau job, t'es plus le même. T'embrasses plus les enfants, tu m'embrasses plus. T'as des moments d'absence. Va falloir que tu consultes. » « Écoute, on en a déjà parlé. J'ai vu un médecin. Il dit que c'est du surmenage, rien de plus. »« Tu mens. » Il s'installa au volant, démarra et ne lui adressa pas même un regard. À l'arrière, personne ne parlait. Même Maria, la plus jeune, sentait bien que papa perdait la boule. Et que maman était pas beaucoup mieux. Faut que je dise quelque chose, pensa Teddy au feu rouge. Un truc sympa du genre qui veut aller au parc avec papa. Mais il ne dit rien. Il conduisait machinalement, comme une pièce mécanique qui serait le simple prolongement du volant et des pédales. « Pourquoi maman elle est triste, papa ?» dit soudain John. Pas de réponse. Juste un bref coup d'œil dans le rétroviseur central. Il y eut un silence, puis Daphné répondit à son petit frère. « Parce que papa il aime plus maman. » Teddy ne rétorqua rien. Il ne la regarda même pas. À vrai dire, il ne ressentait rien. Ou pas grand-chose. Le monde le laissait indifférent. Il se gara sur une place handicapée, puis sortit du coffre les ballons, les patins à roulettes et un pennyboard. Daphné lui adressa un regard sévère, avant de prendre les devants, suivi par ses frères et sœurs. Teddy Connors ferma à clé, puis les suivit à distance, dans l'allée goudronnée qui fendait la pelouse en deux. Des massifs de tulipes avaient été plantés en haut de la butte. En contrebas, on voyait un lac, sur lequel pataugeaient de grands cygnes et quelques canards. Quincy et Elena se disputèrent pour savoir qui des deux descendrait la pente en skate. Elena repoussa son frère, qui se mit à pleurer, qui chercha du réconfort chez son père, qui n'en trouva point, et qui se remit sur pied pour courir derrière sa sœur en pleurnichant. Teddy venait de s'arrêter, les mains dans les poches. « J'ai bien envie d'une bière, » dit-il pour lui-même. Il s'éloigna, comme si ses filles et ses fils étaient d'un autre. « Papa !» cria Daphné qui tentait de consoler Quincy. « Papa, où tu vas ?» Mais Teddy était déjà haut sur la butte. Il passa sur l'autre flanc. « Papa ! Papa !» se mit à pleurnicher Elena, prise d'angoisse. Naturellement, John cessa de lasser ses patins. « Donnez-vous la main !» dit Daphné d'un ton presque autoritaire. « Et suivez-moi !» Il eût fallu les voir. Laissez-les jouer en plan et remonter la pente. Un vieil homme assis sur un banc abaissa son journal et les regarda d'abord amusé, puis inquiet, car aucun adulte ne semblait répondre pour eux. Pour autant, il n'intervint pas, et Daphné était déjà au passage piéton.
On attend que le bonhomme soit vert. Il est vert, dit John. Non, tu me donnes la main. C'est moi qui commande quand papa et maman sont pas là. Une Jeep noire freina un peu brusquement. Le conducteur se pencha sur son volant pour les voir passer devant son capot. Au bout du passage piéton, un bar irlandais. De part et d'autre, d'autres pubs et quelques terrasses inoccupées. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, dit Quincy. Maintenant, on cherche papa. On va voir dans ce bar. En grande sœur, Daphné alla d'un pas décidé vers la porte du pub irlandais. Mais plus elle s'approcha, et plus la poignée prit de la hauteur. Sur la pointe des pieds, les doigts tendus, elle essaya de l'ouvrir. La porte s'ouvrit de l'intérieur, brusquement, et elle fut projetée contre le mur de pierre. « Oh, je suis désolé, petite. Tu vas bien ?» Daphné se tenait le bras, les larmes aux yeux. Pourtant, elle refusait de pleurer, à cause de ses frères et sœurs qui l'observaient. Fallait maintenir la posture. « Oh, je suis tellement désolé. Mais où sont tes parents ?» L'homme regarda en terrasse, mais il ne vit que 4 enfants en bas âge serrés les uns contre les autres. « Vous pouvez m'ouvrir la porte ?» dit Daphné, « pour voir si papa est à l'intérieur. » L'homme aux cheveux longs fronça les sourcils et déglutit. Il ouvrit, et Daphné s'engouffra à l'intérieur, suivie des 4 autres, trop apeurés à l'idée de perdre leur sœur de vue. « Faut que j'arrête de boire, » dit-il à demi amusé. Il allait repartir, puis se ravisa et entra. « Bonjour, » dit gentiment le barman à Daphné. « On peut t'aider, jeune fille ?»« Je cherche mon père. » En entendant une voix familière, Teddy Connors, au bout du comptoir, détourna ses yeux du poste de télé. Il avait commandé une Guinness déjà bien entamée. Daphné le vit. Elle alla jusqu'à lui et lui serra la jambe. Elena et Maria, qui se tenaient la main, suivirent. Vint le tour de Quincy et John, qui s'approchèrent par mimétisme, mais plus timidement. Connors ne lâcha pas sa bière des mains. Il les regardait du haut de son tabouret. Il eut un malaise. Le barman avait cessé d'essuyer son verre. Le jeune type aux cheveux longs et à la veste en cuir était planté dans l'entrée. Quelques habitués, attablés, étaient dans l'attente d'un dénouement. « C'est vos gosses ?» dit soudain le barman. « Combien je vous dois ?»« $7. Tenez, gardez la monnaie. » Connors rajusta un peu son col et sortit. Ses enfants suivirent comme des canetons, laissant la salle dans un mélange d'embarras et de colère contenue. Le barman sortit de derrière son comptoir et les regarda s'éloigner depuis le trottoir. Il en avait vu dans sa vie de barman. Mais ça c'était choquant. Réellement choquant. Daphné ne manqua pas de tout raconter à sa mère. Elisa sermonna Teddy longuement, mais face à son mutisme et son stoïcisme cruel, elle fondit en larmes et appela sa sœur. Maigre consolation, puisque son mari se fila mal quelques jours après cet incident. Fin de la 2e partie.